Donc le programme pour le talk, c'est je vais vous présenter moi, donc je suis lead ML à Dailymotion, et je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a appris ces dernières années, donc ce qu'on a appris et le mode opératoire qu'on a défini pour mener un projet data produit et successful ces dernières années en ayant itéré dessus. Ensuite, il y aura deux projets qui sont des cas concrets en fait des learnings qu'on a eu, des applications, qui sont différents à plein d'égards et qui vont être intéressants. Et enfin, il y aura, et donc c'est Samuel et Gladys qui vont vous les présenter, qui sont deux MLE de Dailymotion. Et enfin, il y aura Cyril, qui est le SVP Data Produit à Dailymotion, qui va prendre un peu de hauteur et nous expliquer comment ces produits ils s'intègrent, ces data produits, comment on les manage et comment ils s'intègrent avec le produit plus classique de Dailymotion et l'organisation au sens large. Voilà. Donc, d'abord, je vais vous parler un peu de Dailymotion. Donc, nous, on est une plateforme de destination qui a été créée en 2005 et on est présent dans plus de 145 pays. On a trois produits. Enfin, on est une plateforme de destination, donc vous pouvez nous retrouver sur application mobile, sur le site web et aussi sur un certain nombre de partenaires médias ou autres en France où vous pouvez retrouver en fait notre player, euh, qui est en fait un player Dailymotion. Et donc voilà, donc ces screenshots, c'est pas des hasards, en fait c'est trois data produits quasiment. Donc on a le home feed sur l'application qui est un produit qui est géré par la team Data Product. Il y a la recommandation vidéo to vidéo, ok, et il y a aussi de la reco off-site qu'on gère. Donc voilà, ça pour dire que le data produit à Dailymotion c'est hyper important et c'est central pour la boîte. Et c'est ce dont on va vous parler. Voilà, donc un peu notre background. On a l'habitude de travailler avec des gros volumes de données. Ok, on a plus de 340 millions de vidéos qui sont dans notre catalogue. C'est à peu près plus de 2000 vidéos uploadées toutes les heures. 400 millions d'utilisateurs tous les mois sur les différents canaux, donc soit sur mobile ou sur desktop ou sur les sites de nos partenaires. Et ça représente à peu près 44 milliards de vues par mois. On met en prod des produits data depuis un petit moment, ça fait à peu près 2016 où on a commencé à faire ce genre de choses. On est plus de 30 dans l'équipe Data Product contributeurs avec des profils différents. Et voilà, et on a travaillé sur plein de verticales différentes. On a fait de la catégorisation de vidéos, de la recommandation, de la modération, détection de fraude et ad tech. Voilà. Et donc, toutes ces années à développer ces data produits, on a appris pas mal de choses qui font, enfin, les learnings qu'on a eu, des moments où en fait on a été sous-optimal, où les choses se sont pas passées aussi bien qu'on aurait aimé, où l'impact a été moindre, disons. Et donc voilà, on en a listé quelques-unes ici qui nous semblent les plus grandes, les plus importantes. Donc ça commence au début d'un projet où en fait déjà à la base on n'est pas toujours bien capable d'identifier quel est le bon projet pour mettre du ML en fait. Euh, Parfois il y a des opportunités qui sont meilleures que d'autres et c'est important de savoir les identifier. Quand le projet se lance, voilà, de manière assez classique comme pour tous les produits, pas forcément data, mais quand les specs sont pas hyper clairs, ça n'aide pas. Quand on a observé aussi que la discussion était parfois difficile entre les contributeurs ML et le produit, ça c'était avant même qu'on parle de data produit, en fait, entre les PM, où il y avait une différence de compréhension entre ce qu'il était possible de faire avec le ML et ce qu'on allait pouvoir faire et la compréhension de ça de la part des PM et aussi une collaboration où on n'était pas assez proche en fait et on passait trop de temps sans se parler ou sans se donner des feedbacks. Et du coup, on se retrouvait à passer du temps pour une itération qui au final pas forcément au cœur de la cible. Et côté aussi contribution ML, on a quelques écueils qu'on a pu faire, comme voilà, un peu se précipiter sur des modèles qui soient un peu sophistiqués à l'état de l'art, qui viennent toujours de sortir, ou des papiers qui sont
probablement très intéressant, mais peut-être pas ce dont on a besoin à ce moment-là. Et aussi un deuxième point qui pour nous qui nous a pas mal freiné dans le passé, c'est le manque d'autonomie et tout un tas de petites dépendances qu'on avait avec d'autres équipes, pour lancer des A/B tests, pour changer des modèles en prod, lancer des évaluations, ce genre de choses qui en fait étaient un frein à l'itération, aux itérations qu'on faisait. Donc les conséquences de tout ça, c'est que on s'est retrouvé souvent avec un manque de confiance entre les PM et les MLE, les Machine Learning Engineers, parce que comprenaient difficilement ce qu'on faisait. Parfois, c'était un petit peu black box, nos modèles. Et en fait, ce manque de confiance fait que il y avait souvent des difficultés d'adoption, en fait. Et voilà, quand on fait un produit, c'est aussi pour qu'il soit adopté déjà dans l'entreprise et ensuite par les utilisateurs. Donc ça, c'est un premier problème. On s'est aussi des fois retrouvé avec des projets pas réalistes ou très difficiles à faire. Donc voilà, ça c'est typiquement les mauvaises opportunités ML qu'on a pu avoir. Souvent, ça arrivait aussi qu'on soit trop lent pour itérer avec le produit et qu'on parte dans des tunnels de développement pour se rendre compte qu'au final, voilà, le risque d'après, bah, on n'a pas forcément répondu aux besoins ou alors ce qu'on a fait, ça va pas être utilisé parce que c'est trop loin du produit et voilà. Donc, on a établi, ok, donc ça c'est notre expérience à nous, on a établi un genre de workflow pour, ok, quelles sont les étapes qu'on doit faire pour qu'un projet de ML ou un data product il soit successful, ok, à Dailymotion. Et donc, ça commence par le setup du projet. Okay, pour identifier une bonne expérience ML, enfin une bonne opportunité ML ou data produit, il y a tout un tas de choses à vérifier. Mais peut-être un des trucs que nous, on rajoute en plus et qu'on trouve intéressant de notre expérience, c'était de limiter le nombre d'intermédiaires entre votre produit data et l'impact qu'il va avoir. Typiquement, si je prends la reco, si on fait un changement sur le système de recommandation, ben, ça aura un impact direct sur l'utilisateur sans intermédiaire. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui facilite vraiment la vitesse de développement et qui facilite vraiment l'impact qu'on peut avoir sur le produit. Si il y a plusieurs layers, je vais faire un clustering qui va servir à quelqu'un pour ensuite passer à son voisin et en faire quelque chose. On se rend compte que on aura un impact qui sera vraiment réduit. Et donc un truc que j'ai noté aussi, qu'on a noté aussi ici, l'alignement entre les requirements de produits et ce qu'on veut essayer d'optimiser. Donc ça c'est un truc que j'ai entendu tout à l'heure à la table ronde et pour, sur le talk de la personne qui travaille chez Malte. On parlait aussi des expériences un peu négatives des personnes qui louent des maisons à San Diego, qui se retrouvent au Mexique, etc. Nous, c'est un truc qu'on a beaucoup eu à Dailymotion, en fait, en particulier pour la reco, des PM qui nous disaient, OK, ça, cet exemple-là, dans ce contexte-là, c'est pas possible. Et on n'en vend plus, et ça se répétait souvent. Et en fait, dans le passé, on a passé pas mal de temps à faire des patchs sur ce genre de choses, OK, en disant, voilà, tel cas de figure, on veut éviter, tel cas de figure, on veut éviter. Et en fait, on s'est rendu compte que ça scalait pas, en fait. On n'y arrivait pas et le modèle se dégradait, en fait. À force d'avoir des fixes sur des fixes sur des fixes, c'était de plus en plus difficile pour le modèle de trouver vraiment la bonne reco. Et en plus de ça, ça scalait pas. Il y avait toujours un nouveau cas de figure qui était un petit peu embêtant pour le produit, pour le data produit. Et en fait, ça s'est un peu réglé quand on s'est vraiment posé à essayer de designer vraiment quelle métrique allait dans le sens de régler ces problèmes-là. Et en fait, ça s'est amenuisé, ces problèmes-là sont amenuisés tout seuls quand on s'est mis à optimiser vraiment sur la bonne chose. Donc voilà. Et ensuite, une fois qu'on a bien set up le projet, on privilégie toujours des approches itératives et les plus simples. Ok, est-ce qu'il y a une règle métier qui existe déjà? Est-ce que on peut faire une heuristique data? Est-ce qu'on peut faire un petit modèle? Et seulement si ça a montré de la valeur, on va voir pour voir si quelque chose de plus complexe, ça peut être intéressant. Et enfin,
les évaluations où là, en fait, on évalue du coup les performances du modèle et on fait beaucoup, surtout des démos avec le produit. Et donc ça, c'est ce que la personne chez Le Bon Coin disait dans sa réponse un peu différente là, où en fait, entre le product manager et le machine learning engineer, il y a des allers-retours entre ce qu'on a fait, on le montre, ça va modifier l'intuition du PM et ça va générer des nouvelles itérations. Et ces allers-retours sont vraiment importants, en particulier parce que on a besoin d'avoir une intuition et de la confiance sur le modèle et les données sous-jacentes parce que les modèles, ils sont parfois, c'est pour des expériences ultra personnalisées ou alors le modèle, il n'est pas déterministe et donc il faut quand même se faire une intuition de comment il fonctionne. Et donc ça marche à travers montrer des choses, montrer des exemples et itérer avec le PM. C'est vachement important. Et donc ensuite, on met un truc qu'on a appris qui est vraiment important aussi, c'est une fois qu'on a fait ce petit modèle, cette première itération qui est simple, se plugger le plus rapidement end-to-end. Ok, donc s'il y a d'autres dépendances, si on veut arriver sur l'app ou si on veut arriver sur le site web, se plugger le plus vite end-to-end parce qu'en fait, il y a beaucoup de learning à aller chercher là aussi. Et en fait, ça sert à rien de développer un modèle super compliqué si en fait on se rend compte qu'on ne sera même pas capable de le brancher, par exemple, ce serait dommage. Ensuite, on fait des A/B tests parce que nous, on fait de la reco et donc c'est indispensable pour nous de faire des A/B tests pour mesurer l'impact sur nos KPI. Et enfin, on essaie de bien communiquer et ça me rappelle aussi ce qu'on disait plus tôt sur ok, le MLE, il a quand même envie de savoir quel impact il a eu sur la boîte. Et donc nous, cette communication, en plus, on essaie de les faire par l'équipe ML en général, pour vraiment qu'ils aient conscience de ok, à quel point ça a apporté ce qu'ils ont fait. Et aussi, cette communication, en fait, elle permet de dire à tout le monde dans l'entreprise, ok, bon, on a mis à jour ce truc-là. On a mis à jour le recommandeur système et ça nous permet de récupérer des feedbacks en fait. Si on dit pas à la boîte qu'on a mis à jour le recommandeur système, personne va venir tester et personne va nous faire des retours et c'est vraiment dommage. Donc en fait le fait de communiquer ça nous aide beaucoup pour récupérer des premiers feedbacks qui sont vachement importants. Et aussi on essaie de fournir des assets pour voilà, la vie du modèle et la compréhension du modèle pour ouais, des dashboards de monitoring, des extensions, des choses pour débugger. Et ça nous aide à comprendre encore comment il marche et trouver les prochaines itérations. Voilà, et je vais passer le micro à Gladys qui va nous parler du premier projet. Bonjour. Ah, ouais, c'est bon, ça marche. Alors, je vais vous parler d'un de nos systèmes de recommandation. Donc, à l'heure actuelle, l'équipe de Machine Learning Engineer en gère plusieurs, mais celui-ci, c'est le plus vieux et c'est le plus utilisé, et c'est celui sur lequel je travaille. Donc, ce système de recommandation, il s'appelle le recommandeur V2V, donc vidéo to vidéo. Donc, quand on est sur une page de Dailymotion, c'est la suggestion de vidéo qui se place à côté ou en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ce produit, ce data product à Dailymotion est très très important puisque c'est la porte ouverte à la génération de revenus. Quand on arrive depuis une navigation sur son moteur de recherche, c'est la recommandation vidéo to vidéo qui va permettre de générer une session et donc l'objectif de ce produit, c'est vraiment d'augmenter l'audience sur Dailymotion. Donc c'est un produit très important et donc on itère dessus depuis un petit moment. Et donc l'idée avec celui-ci, c'est de vous montrer un petit peu ce que c'est qu'un produit mature chez Dailymotion et comment est-ce qu'on fait pour itérer de manière efficace, en tout cas plus efficace qu'avant. Donc c'est un produit mature. Le premier système de recommandation avec du machine learning derrière date de 2018 et depuis on itère dessus, donc ça fait quasiment 6 ans. On voit passer beaucoup d'interactions avec nos systèmes puisqu'on produit autour de 13 millions de recommandations par jour. Et du fait que ce soit un projet mature, on a déjà en place tout ce qui est tracking et logging, donc tracking des interactions entre les utilisateurs et notre outil, et logging de comment est-ce qu'on produit la recommandation à un instant T. Donc on sait comment notre système fonctionne, on a toute la donnée pour savoir comment est-ce que les utilisateurs interagissent avec. Ça nous permet, nous, MLE, mais aussi l'équipe Data Insight, avec nos data analysts, d'avoir à disposition toutes les ressources pour suivre nos instincts, pour suivre nos idées et pouvoir construire de nouvelles features et investiguer sur la donnée. On a évidemment, vu que c'est un projet mature, plein de dashboards qui nous permettent de suivre la santé au jour le jour de notre modèle et donc d'étayer un petit peu nos investigations.
Alors, ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait pour itérer rapidement et comment est-ce qu'on a, quelles sont les choses qu'on a mis en place au fil du temps pour faire des incréments de valeur plus rapprochés? Donc la première chose qui a déjà été dite, c'est l'alignement des métriques de succès entre les MLE, donc l'équipe tech, et le produit. Nous, c'est très concret. On a un objectif avec le recommandeur V2V, c'est d'augmenter l'engagement utilisateur sur la plateforme. Et cet objectif, il est bien qualifié avec des KPI qui ont été définis et qui sont les mêmes entre nous et le Data Product Management. Pour nous, c'est le Subsequent Views Ratio, la métrique de décision, la métrique de succès, qui nous permet de dire si oui ou non notre nouveau modèle marche mieux que le précédent. Donc c'est la part de vues sur la plateforme qui vient de notre recommandeur. Et de cette métrique qui est commune, qui est vraiment la métrique de succès, on en découle des métriques un peu plus techniques qui nous permettent au jour le jour de savoir comment est-ce que notre système de recommandation fonctionne et de pouvoir un petit peu faire des breakdowns sur différents scopes. Donc avec des métriques qui sont calculées fréquemment et qui sont vraiment très actionnables et très sensibles aux changements de comportement. Tout ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui nous donne de l'autonomie. C'est ce qui crée la confiance entre l'équipe de Data Product Management et l'équipe qui va développer dessus, enfin, qui va itérer sur l'optimisation du modèle. C'est très important pour nous d'avoir de l'autonomie parce que ça nous permet de mettre en place toutes les intuitions qu'on peut avoir en travaillant sur le produit au jour le jour, en allant à des conférences, en faisant de la veille technologique. Et donc, c'est le fait qu'on regarde une métrique qui est commune, qui nous permet, à l'heure actuelle, chez Dailymotion, d'être honneur de notre roadmap. Donc, c'est les MLE qui travaillent sur leur scope respectif, qui vont choisir quelle sera l'itération suivante, parce qu'on sait qu'elle va être alignée avec notre objectif final, qui est partagé avec le produit. Deuxième point, c'est que chez nous, donc on l'a déjà dit, l'importance d'avoir des product managers, des data product managers qui connaissent la donnée et qui sont proches de la donnée. Nous, c'est vraiment très fort, ce point-là. On n'a pas d'intermédiaire avec les decision makers, donc les décideurs qui vont faire l'arbitrage si oui ou non un nouveau modèle doit être déployé et sur quel scope. On leur parle directement. On peut directement interagir avec eux. Et pourquoi est-ce que c'est efficace? Parce qu'eux-mêmes connaissent très très bien la donnée et donc on peut aller dans des détails techniques très poussés et donc prendre des décisions qui sont sensées pour les deux parties. Autre point important, c'est l'agilité de notre équipe data qui travaille sur ce scope. Comme c'est un projet mature, les data analysts qui nous aident, qui construisent les dashboards avec nous, travaillent sur la recommandation et sont concentrés sur ce sujet depuis un certain moment. Donc forcément, ça nous permet d'aller plus vite et d'avoir des idées qui émanent à la fois d'eux et de nous. Et enfin, on a une spécificité qui va peut-être être reprise par Samuel après, qui est qu'on a une certaine conviction du besoin d'autonomie des MLE chez nous. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à juste créer des modèles, on essaye d'être complètement autonome sur la mise en production des POC. Donc forcément, on a besoin des data ingénieurs et de notre équipe software pour des deliveries qui sont plus lourdes. Mais quand il s'agit d'itérer rapidement, on va aller construire nos pipelines de données, on va aller chercher la donnée, on va entraîner notre modèle, le mettre à disposition, créer le processus de serving de notre modèle, etc. Donc on est très autonome et ça nous permet forcément d'aller un peu plus vite. Bon, on n'est pas tout seul, on est autonome parce que c'est un projet mature et parce qu'en fait on a plein d'outils pour nous aider. Donc comme Brice l'a dit, on travaille sous la forme d'A/B test généralement pour remplacer un nouveau modèle, un ancien modèle par un nouveau modèle. On va l'exposer à une certaine portion de nos utilisateurs. Et pour ça, typiquement, on a un petit outil qui s'appelle Flipper, qui a été développé en interne à Dailymotion et qui nous permet en fait de setup un A/B test de façon complètement autonome, de ne pas avoir besoin de staffer un data ingénieur sur la mission et qui nous permet de cibler très précisément quels utilisateurs vont être confrontés à notre nouveau modèle et puis aussi de voir quels autres A/B tests sont en cours, ce qui est hyper pratique. On a aussi des dashboards automatisés. Donc, l'équipe de data analyst nous a mis ça en place puisqu'on itère sur un projet où on regarde toujours les mêmes métriques. Donc, parfois, on fait des changements radicaux et dans ce cas-là, on va devoir changer ces dashboards.
Mais au jour le jour, en général, on peut faire des A/B tests et itérer de manière très rapide parce qu'on est déjà branché sur des dashboards où on a regroupé, et ça c'est très important, les métriques de succès dont j'ai parlé plus tôt. Ce qui fait que la décision est très facile à prendre une fois que l'A/B test est branché et qu'on a les premiers résultats. Enfin, non pas enfin, troisièmement, la communication. Donc on l'a dit, il faut être proche des data product managers. Donc ça, on le fait en ayant des dashboards qui sont complètement partagés. Les dashboards d'A/B test, de monitoring au jour le jour, ils sont complètement ouverts. Ils sont à la fois regardés par nous, par les data analysts et par le data product management. Donc on sait de quoi on parle, on connaît les graphes, on connaît les breakdowns et donc on connaît la subtilité de la donnée et l'évolution du modèle et comment est-ce qu'il fonctionne sur les différents scopes. On a aussi un petit outil de registre de toutes les décisions qui ont été prises. Donc ça, c'est très pratique pour savoir en fait ce qui a été expérimenté, est-ce que ça fonctionnait, etc. Et enfin, le plus intéressant, je trouve, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train d'essayer de mettre en place de plus en plus des outils d'explainabilité de façon à ce que les data product managers acquièrent eux aussi de l'autonomie vis-à-vis de nous. Donc ouais, on aime qu'ils nous fassent confiance, qu'ils nous laissent choisir notre roadmap, mais on doit leur donner aussi la possibilité d'interagir avec nous, de nous faire des feedbacks constructifs. Et pour ça, par exemple, Brice nous a créé une petite extension pour les navigateurs, et donc quiconque l'installe peut en fait comprendre quel système, quel recommandeur, quel modèle se cache derrière la recommandation qu'il est en train de voir en naviguant sur Dailymotion. On est en train de construire un autre outil dans cette même lignée. C'est un endpoint verbeux sur notre API de recommandation qui va permettre au Data Product Manager de voir exactement, et à nous aussi, hein, pour le debug c'est toujours pratique, de voir exactement comment est-ce que la recommandation a été construite. Donc pas juste voir quel modèle, mais exactement quels ont été les filtres, quelles vidéos candidates ont été générées, etc. Quatrième et dernier point, on l'a dit précédemment, mais on s'efforce à toujours suivre le principe des petits pas quand on va dans une nouvelle direction. Ce n'est pas parce qu'on a un produit qui est mature qu'on se dit c'est bon, on va passer à une nouvelle architecture, on va prendre les plus gros modèles. On a lu plein de trucs super intéressants sur les blogs ML de différentes boîtes. Non, quand on fait une nouvelle architecture, c'est un changement majeur et donc derrière, on va essayer d'aller très doucement sur les modèles ML qu'on implémente. Et donc, on va d'abord commencer par des heuristiques, des choses qui sont des modèles statistiques, et ensuite, ah ouais, ça va pas démarrer, yes. Et ensuite des modèles plus complexes, mais une fois qu'on a déjà dégagé des premiers incréments de valeur. Donc toujours la méthode des petits pas, en particulier quand on change de direction, et même sur des projets matures. Voilà, je vais laisser la place à Samuel pour vous parler d'un projet qui est un peu différent. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'un produit qui est différent parce qu'en fait, c'est pas du tout un produit mature. C'est un produit qu'on a lancé l'année dernière. Donc, ce produit s'appelle Perspective. J'ai aussi eu l'occasion, grâce à Le Bon Coin, de le présenter la semaine dernière à un meet-up. Donc, si jamais vous voulez des détails techniques, c'est possible aussi. Mais ici, on va parler vraiment du côté data product. Donc, ce produit Perspective, alors pour l'introduire, je pense que c'est bien de rappeler qu'en fait, de notre côté, l'année dernière, on a mis en place un repositionnement. Alors, ce repositionnement, il tourne surtout autour du partage d'opinions. Donc, donner la possibilité aux utilisateurs de partager leur opinion ou d'être confrontés à des opinions différentes. Vous avez peut-être vu les pubs dans le métro. Mais ça tourne voilà, surtout sur notre application mobile et la feature dont on va parler ici, elle s'intègre directement dans l'application. Donc, tout d'abord, une petite intro aussi sur l'application mobile. Donc, Brice en a parlé rapidement, mais on va le voir ici sur la vidéo. Ah, il y a du son. Je vais couper pour pas gêner. Mais c'est une application assez classique pour un feed vidéo. En fait, on a un feed vertical avec des vidéos verticales. On scrolle, comme on peut voir sur Instagram Reels ou TikTok, par exemple. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, donc la feature dont on va parler ici, c'est celle que vous voyez en bas avec Découvre d'autres avis, c'est un bouton. Ce bouton, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous ouvrir un autre feed quand vous allez cliquer dessus, en vous proposant des vidéos qui vont parler du même sujet que la vidéo d'entrée, mais en proposant un point de vue différent. Du coup, cette feature, déjà, a été mise en place parce qu'en fait, on est toujours
Dans ce positionnement, on veut donner la possibilité aux utilisateurs de voir du contenu et des opinions différentes et aussi casser ce qu'on appelle la bulle de filtre, donc l'idée qu'en fait sur Internet on est toujours exposé à du contenu qui va dans notre sens. Je coupe la vidéo. Ici on est quand même sur un produit qui est tout à fait différent pour plusieurs raisons. La première raison c'est que déjà c'est un produit qui n'est pas mature, c'est un produit qu'on vient lancer, c'est un produit tout nouveau et en plus c'est un système de recommandation, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas de log pour entraîner notre modèle comme on pourrait l'avoir sur un autre modèle. Il y a un autre point, c'est qu'en fait, on n'est pas sur une feature à risque. C'est-à-dire que pour le V2V, on est quand même sur le cœur de métier. C'est là où on va générer de l'argent. C'est très important pour l'entreprise. Ici, on est plus sur une feature qui est vraiment alignée avec une promesse plutôt de repositionnement, une promesse marketing. Et il n'y a pas cette notion finalement d'engagement utilisateur qui doit en tout cas générer du revenu comme on pourrait l'attendre pour d'autres moteurs de recommandation. Donc ça fait qu'on n'a pas d'objectif d'engagement, que ce soit par concept, parce que ce n'est pas le but de la feature, ou même parce qu'en fait, on n'a pas d'exemple avant pour comparer. On n'a pas de métriques claires. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des métriques claires techniques, mais en tout cas, en termes de KPI data product, on n'a pas de métriques sur lesquelles on peut s'aligner parce que ce n'est pas forcément l'objectif de la feature. Donc là, on est sur un exemple où en fait, on navigue un peu à vue et il faut une collaboration très étroite et bien faite entre la partie data product et les MLE pour arriver à quelque chose. Du coup, là, il y a un petit schéma, donc toujours dans cette approche itérative qu'on a pu décrire auparavant et dans cette collaboration entre les Data Product Managers et les Machine Learning Engineers. Donc ici, dans notre exemple, les Data Product Managers arrivent avec cette nouvelle idée produit. On veut un moteur de recommandation qui va permettre de proposer des vidéos avec différentes opinions à un utilisateur. Il va y avoir une première discussion qui va s'engager avec les Machine Learning Engineers, où ils vont nous expliciter en fait ce qu'ils ont envie de faire. On va commencer par identifier des challenges techniques, en fait, dire voilà, comment on trouve les vidéos proches, c'est quoi une opinion, comment on peut transformer ça en un problème de machine learning. On va avoir déjà une première question qui va se poser, c'est est-ce que c'est faisable ou pas? Il y a peut-être des concessions qu'on va faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas encore les stacks pour, ou tout simplement c'est difficilement faisable. Donc dans ce cas-là, on va continuer les discussions directement avec les Data Product Managers qui vont, eux, essayer de raffiner leurs produits en fonction de ce qu'on leur a donné comme information. Dans le cas où on est arrivé à un accord, c'est-à-dire que la feature semble faisable, ce qu'on va commencer à faire, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va faire quelque chose de simple. Construire un premier POC, une première démo, pour que le Data Product Manager puisse sentir en fait, le produit final et ce qu'on est capable de faire. Alors cette démo, ça ne va pas être le dernier modèle state of the art ou le truc le plus beau au monde. Nous, par exemple, on va faire un notebook ou utiliser des packages comme Gradio ou les Space sur Hugging Face. Mais l'idée, en fait, c'est d'avoir quelque chose de visuel, qu'on puisse ressentir finalement qu'est-ce que sera le produit final, même s'il n'y a pas toute l'UI qui entoure le produit. Mais ça permet déjà d'ouvrir des discussions. C'est-à-dire que le Data Product Manager, il va pouvoir tester la feature et dire ok, il y a cet aspect-là, finalement, ça ne fonctionne pas toujours, peut-être qu'on peut essayer de retravailler ci et ça, et ça permet finalement d'itérer petit à petit. Et c'est une chose très importante, et c'est comme ça, nous, qu'on construit nos produits, que ce soit sur un produit mature ou un produit pas du tout mature comme celui-ci. Alors, on a réussi à lancer ce produit en 3 mois, alors que on ne partait pas forcément gagnant, mais parce qu'en fait, ça repose sur des bases qu'on a établies sur d'autres projets. La première, côté ML, c'est que déjà, on part toujours du principe qu'il y a des choses qu'on peut réutiliser. On ne part pas de zéro, on a des pipelines qui existent, on a des features qui existent. On va essayer d'utiliser ce qu'on a fait sur des projets plus matures pour le mettre sur ce projet qui est un peu moins mature. On utilise très souvent aussi des modèles qui vont être open source parce que en fait, ces modèles-là, en général, ils sont pré-entraînés, ils sont très faciles à mettre en place et on peut déjà faire une démo, un POC très facilement et ça va aider au moins à provoquer un échange entre la partie machine learning et les data product managers. Donc c'est très important. Et comme l'a dit Gladys, on a un côté full stack, c'est-à-dire qu'en fait on est quand même capable, nous aussi on a une certaine appétence produit, on est capable d'identifier les produits et donc de discuter avec les data product managers. On est capable de designer toute la partie ML bien sûr, de faire ce POC, le mettre en production, etc. Donc forcément ça fait avancer le projet un peu plus rapidement. Côté data produit, il y a un truc qui est très important donc pour nous, Machine Learning Engineers, quand on discute avec des Data Product Managers, c'est d'avoir des réponses très claires,
précises et rapides. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut pas attendre une semaine, 2 semaines pour savoir si là c'est bien, là c'est pas bien. Il faut qu'il y ait des échanges, du feedback. Alors là, dans notre cas, c'est du feedback très qualitatif en fait, parce qu'on navigue un peu à l'aveugle, la feature n'est pas encore dispo au moment où on fait ça. Mais on a besoin voilà, d'avoir des réponses à ces interrogations. Et ça passe aussi par le fait qu'on a une bonne relation directe avec la partie Data Product. Je vais laisser la parole à Cyril pour conclure. Ouais, c'est la flèche. Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Donc, Gladys, Brice et Samuel, ils vous ont montré en gros leur point de vue en tant que machine learning engineer sur ce qui était important pour eux en fait en termes de data product. Et je trouve ça, moi, ces insights assez géniaux en fait. Et ils m'ont gentiment en fait proposé de conclure leur table ronde. Et comme ils m'aiment bien, ils m'ont donné 3 minutes. Donc je vais essayer d'ouvrir un peu cette présentation en particulier en mettant en relief par rapport à tout ce qui a été dit un petit peu auparavant, parce qu'il y a plein de sujets qui reviennent en fait sur la table. Il y a un premier sujet qui est important, c'est moi tout mon travail en fait, parce qu'on sait à Dailymotion que les produits de machine learning en fait ils peuvent avoir un impact très important en fait sur les revenus, sur l'audience, s'ils sont bien branchés. Donc tout mon travail en fait il est là pour faire en sorte de brancher l'équipe machine learning de la bonne façon sur les produits de Dailymotion. Donc ça passe par une collaboration assez importante avec les équipes produits de Dailymotion. Et donc je reviens bien sûr sur l'alignement des métriques, on a déjà beaucoup parlé. Chez Dailymotion, on est assez aligné avec ce que faisait United par exemple, où en fait au niveau budget même, on a des objectifs sur le nombre de vues ou d'audience qu'on va générer avec la recommandation. Par exemple, en 2024, on est censé faire 20% de croissance basée sur la recommandation. Et donc, ça donne en fait un objectif clair, non seulement bien sûr à l'équipe de machine learning, mais aussi à tout le produit en fait, pour essayer d'atteindre cet objectif. Une fois qu'on a cet objectif, on a cette priorité. Si la recommandation c'est capable de générer en fait autant d'audience et autant d'engagement pour les utilisateurs, ça va être en haut de la pile des sujets qu'on doit traiter. Et la façon dont on opère à Dailymotion fait que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand ton sujet est important, on fait en sorte d'avoir toutes les ressources nécessaires à la réussite de ce projet. Typiquement, si on s'assure que quand on a fait les priorités, la recommandation, c'est un des projets les plus importants, on peut avoir un front dev, un data ingénieur, bien sûr un machine learning engineer, un designer, etc., pour faire en sorte que ce projet particulier devienne un succès. Ensuite, et je vais aller très vite sur l'intégration UX, parce que Claire en a beaucoup parlé, mais je trouve ça super important, et il y a une collaboration très forte sur comment est-ce que les algos vont impacter l'UX, et l'UX va impacter les algos, et on a une relation très proche, non seulement sur le tracking, bien sûr, mais comment est-ce que on va pouvoir l'intégrer dans nos modèles et dans les itérations. Et ça passe beaucoup, comme l'a dit Samuel, sur en fait comment est-ce qu'on donne une intuition au produit, au product manager, au vrai product manager, sur à quoi va ressembler l'algo au final, et quand ils l'ont dans les mains, quand ils ont l'app dans les mains, quand ils ont le feed dans les mains et l'algo perspective, dont moi j'aurais bien aimé voir la démo, ils ont non, à quoi vraiment ça ressemble pour qu'ils puissent eux en fait se faire une idée des itérations. On a une organisation un peu particulière, et je vais y revenir un petit peu plus tard dans l'organisation Data Product. Je voulais partager en fait quelques éléments en fait qui sont importants chez Dailymotion, mais qui ne sont pas forcément généralisables à toutes les organisations. Typiquement, quand on parlait de Data PM ou PM, nous on a un ownership qui est un peu hybride, dans le sens où en fonction des projets, des produits, on va avoir des gens de mon équipe ou des gens du produit directement qui vont être honneurs du sujet. Typiquement, typiquement sur le V2V pour Gladys, on va en fait avoir un data PM qui est dessus parce que c'est un projet mature et qu'en fait on a entre guillemets juste à itérer sur les modèles de machine learning. Mais par contre, si on était amené à refaire complètement la page et à intégrer un nouvel algo dedans, c'est probable que mon équipe serait dans le rôle de copilote et le produit serait honneur du sujet à ce moment-là. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué et si c'était transparent dans la présentation, mais on a une organisation aussi spéciale dans le sens où l'équipe machine learning est dans l'organisation data product. Donc il y a un côté un peu schizophrénique pour les équipes de Brice qui font que en fait, je suis à la fois, en tout cas mon équipe est à la fois leur data product manager, mais aussi leur manager. On fait en sorte, mais jusqu'ici ça a plutôt bien marché, et c'est en dehors de l'engineering.
C'est-à-dire qu'on a une organisation data produit qui reporte en fait, moi je reporte au COO, et mes pairs, PIRS, sont le CTO et le CPO. Voilà. Donc c'est une organisation vraiment à part dans l'organisation, et ça marche parce qu'il y a une vraie culture de l'engineering dans les équipes de Brice qui vient en fait de leur expérience et qui font qu'ils peuvent être autonomes sur plein de sujets. En termes de talent, il y a aussi une chose on sait la chance en fait qu'on a à Dailymotion, qui est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont là depuis longtemps chez Dailymotion. Brice, il est là depuis plus de 7 ans chez Dailymotion, Samuel 4 ans, moi ça fait 6 ans que je suis là, Gladys pas là depuis très longtemps, mais on dirait qu'elle est là depuis super longtemps. Et donc ça aide en fait à la connaissance de la donnée, à la connaissance de l'écosystème, à la connaissance du produit, et forcément on sait qu'on a cette chance. Dans l'équipe, et c'est pas un choix explicite qu'on a fait, mais on a seulement des personnes très seniors qui sont Data Product Managers aujourd'hui, avec une expérience data forte chez Dailymotion, c'est ce que mentionnaient Gladys et Brice, donc ça c'est important, on sait qu'on a aussi cette chance-là. Et même si Samuel a été très humble dans sa présentation, on a besoin, et moi j'ai la certitude qu'en fait il y a certains projets qui ne marcheraient pas si en fait on n'avait pas certains talents qui sont là pour démarrer des projets. Le projet Perspective, en fait il est sorti en fait de terre parce que en fait on avait quelqu'un comme Samuel qui a pu en fait prendre toutes les demandes et en fait itérer très rapidement en ayant connaissance des données de l'écosystème Dailymotion. Et donc il faut avoir ça en tête. On n'a pas forcément tout le temps cette chance. Maintenant, dans d'autres boîtes, j'avais pas forcément cette chance. Et donc il faut garder ça en tête. Et d'ailleurs, si vous voulez, en conclusion, en fait, retester les algos de Samuel, en particulier l'algo de Perspective, vous pouvez télécharger l'app. Pendant les questions, on va garder le QR code. Vous pouvez le flasher, c'est gratuit, Dailymotion, bien sûr. Et vous pouvez voir en fait comment l'application a changé si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Voilà, merci beaucoup.